Merci beaucoup. Et écoutez, bienvenue au Salon d'Agriculture sur le stand de la CFE-CGC et CFE-CGC, la Fédération Agro, de la Confédération. Merci à vous pour ce moment important de notre Salon d'Agriculture, comme tous les ans. C'est notre 3e table ronde et cette année, la table ronde va porter sur un sujet qui nous touche particulièrement, dont on entend beaucoup parler, qui est l'intelligence artificielle. Je remercie tous les participants à cette table ronde, avec des participants que je connais plus ou moins bien. Je m'adresse d'abord à notre représentante de l'APEC. Merci d'être là. L'APEC est un partenaire important pour la CFE-CGC. Dieu sait s'il est important. Il trouve aussi son impact aussi avec l'APECITA pour l'agriculture. Donc merci à vous d'être présente. Madame Gir, merci à vous. Ce sera très important d'avoir votre position sur l'avenir de cette intelligence artificielle. Merci à Ambre de Lantivy, que je connais un peu par ailleurs dans le cadre de nos travaux à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole. Vous êtes la DRH de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Merci à vous. Nicolas Harib, avec qui j'ai le plaisir de négocier régulièrement, merci à vous aussi. Ça nous permettra d'avoir 2 grandes structures, 2 grandes OPA qui travaillent déjà avec l'intelligence artificielle et qui nous permettront de donner leur point de vue. On est toujours très intéressés sur l'avenir de cette intelligence artificielle et surtout de ses impacts dans le monde du travail. Merci à Jean-Sébastien, notre représentant fédéral, qui est amené, lui, à négocier dans les branches et qui pourra aussi nous apporter son éclairage. Et puis à Antoine Guinet, qui représente le SYNAPSA et qui a travaillé avec toute l'équipe de communication et le groupe de travail sur l'intelligence artificielle. C'est une table ronde que cette équipe mène depuis très longtemps, des travaux qui sont engagés depuis près de 6 mois maintenant, et je les remercie. Je remercie également notre équipe de communication qui a beaucoup travaillé pour cette réussite cet après-midi. Donc merci à notre fédération de mettre à la disposition les locaux. Et puis je vais laisser à Hervé, qui a traditionnellement maintenant l'habitude d'animer nos tables rondes, pour lancer cette table ronde sur l'intelligence artificielle qui, et ce sera peut-être le lancement du débat, est-ce qu'elle doit nous inquiéter, est-ce qu'elle doit nous rassurer, est-ce que c'est un mal nécessaire? Ce sera à vous d'y répondre et je vous en remercie beaucoup. Merci à vous. Merci François Serpeau, président du syndicat du SYNAPSA, pour cette présentation. Merci, bonjour à tous et toutes. Je dirais une nouvelle fois, on se retrouve 1 an après pour une nouvelle table ronde avec de nouveaux participants que je vais présenter. Alors, on va faire comme ça, de gauche à droite, à l'extrême gauche, si on peut nous exprimer ainsi. Donc Antoine Guinet, qui est aussi délégué syndical chez Groupama, Paris-Val de Loire, c'est ça. À ses côtés, Isabelle Gir, qui représente qui est, je vais le lire correctement, responsable de la prospective à la direction de la stratégie innovation digitale de l'APEC. Merci, bonjour Isabelle. Alors je vais vous appeler par vos prénoms, vous me le permettez. À mes côtés, Ambre de Lantivy, DRH délégué aux ressources humaines à la Caisse centrale de la MSA. C'est bien ça ? Je ne me suis pas trompé. Nicolas, bonjour. Nicolas Harib, directeur des relations sociales du groupe Groupama. Et enfin, de l'autre côté, Jean-Sébastien Kuntz, qui est chargé de mission auprès de la Fédération Agro et qui est en charge notamment référent sur les questions de l'IA à la Confédération également. Alors on va commencer cette table ronde par des questions. Alors François disait, est-ce qu'il faut craindre l'IA, est-ce qu'il ne faut pas la craindre? On ne va pas poser la question de cette manière aujourd'hui. On va juste poser une question qui est, l'IA réinvente-t-elle le travail? Alors on ne sait pas si on va avoir des réponses. L'idée, c'est de vous donner des clés pour qu'ensuite vous faites votre propre réflexion et qu'ensuite vous vous dites, peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va être un bien pour un mal, peut-être que ça ne va pas être bien, on ne sait pas. En tous les cas, autour de moi, j'ai des experts qui vont apporter leur vision, leur regard sur cette IA dont on entend parler. Alors ma première question, je vais la poser à Ambre, à mes côtés. Ambre, pouvez-vous nous donner, selon vous, votre définition de l'IA? Merci. Alors je vais essayer. Si je vous dis IA, qu'est-ce que vous allez me répondre? Qu'est-ce que ça veut dire ces 2 lettres? Intelligence artificielle. Alors, moi je vous propose que ça veuille dire autre chose. Ça veut dire individu augmenté au service de l'intérêt de l'adhérent par l'interaction améliorée.
Et en fait, si on se dit que l'IA, ça peut vouloir dire autre chose, en fait, on se rappelle que l'IA, ça n'est jamais qu'un outil qui est pour qui nos adhérents, utilisé par qui nos salariés, dans quel but améliorer la relation entre les deux. Je pense que c'est un bon moyen de se rappeler et de remettre l'IA à sa bonne place dans une logique gagnant-gagnant. Quand on utilise un marteau, c'est pour planter un clou. Si on veut, je sais pas moi, agrafer 2 feuilles, on va éviter d'utiliser le marteau, ça va être moyennement utile. En gros, c'est à quoi il me sert cet outil ? Pourquoi je veux utiliser cet outil ? L'IA, c'est pareil. Hein. En tout cas, nous, en MSA, c'est ce qu'on a envie de se dire. C'est un outil d'une puissance extrême. D'ailleurs, probablement d'une puissance qu'on ne mesure pas complètement aujourd'hui, dont acte. Eh bien, cet outil, que veut-on en faire ? Merci pour cette première introduction de l'IA. Alors, on a oublié aujourd'hui de présenter quelqu'un qui va croquer sur les moments, sur les instants, par des dessins, ce qui vient de se dire. Donc, on innove un petit peu et c'est Thomas qui nous fait ces petits dessins. Donc, au fur et à mesure que nos intervenants sont là, eh bien, il présente ses dessins. Donc, on va pouvoir les présenter à la caméra. Et puis voilà. Donc, ce sera notre petit croc des instants passionnants. Alors, je me tourne vers Jean-Sébastien parce que du coup, je pense que nous, avec Jean-Sébastien, on se côtoie régulièrement. Donc, tu as entendu la définition de l'IA. Est-ce que tu es, ou vous êtes, en adéquation avec ce qui vient d'être dit, et est-ce que c'est en adéquation avec les valeurs portées par la CFE-CGC sur cette question de l'IA ? Oui, alors effectivement, on peut être que d'accord, pardon, excusez-moi. Cependant, il faut quand même apporter une petite précision. C'est que c'est un outil, mais un outil qui peut avoir des conséquences sur la vie des salariés, en l'occurrence, s'il n'est pas mesuré, si on n'en prend pas bien la mesure. Je prends par exemple des téléphones portables, au moment où c'était un outil, avec les smartphones, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus prégnant dans la vie des salariés et ça a changé les conditions de travail. Et pourtant, c'était qu'un outil. Mais comme on n'en a pas mesuré l'impact, ça a fini par déteindre sur l'activité professionnelle. Et là, au même titre, l'intelligence artificielle, c'est la même chose. Donc, effectivement, il faut y aller, il faut le prendre comme un outil. Mais il y a eu un sommet il n'y a pas longtemps à Paris, il me semble, dans lequel il a été émis par les organisations patronales et syndicales, en tout cas les partenaires sociaux, 6 points sur lesquels il faut avoir une vigilance particulière et on espère même que ceci deviendra la structure d'un éventuel ANI qui pourrait avoir lieu sur les mois qui viennent. Voilà. Merci. Merci Jean-Sébastien sur cette vision donc, qui plante un petit peu le décor. Mais Nicolas, comment un groupe comme Groupama justement appréhende l'IA dans sa stratégie d'entreprise et évidemment dans ses activités ? Eh bien, alors, c'est une bonne question auquel, effectivement, tous les groupes, quelle que soit leur vocation, ont été amenés à plancher. Alors, ce que je retiens des premières interventions, c'est que, délibérément, l'IA doit être au service de l'humain. C'est fondamentalement le premier prérequis. Et quand on dit ça, être au service de l'humain, c'est qu'il doit être au service de ce qu'on appelle aujourd'hui l'expérience collaborateur. C'est-à-dire qu'un salarié, aujourd'hui, ne doit pas exagérément être mis sous pression avec l'arrivée de l'IA. Et dans ce cadre-là, l'expérience collaborateur, ainsi d'ailleurs que le dialogue social. Alors je ne le dis pas par pur opportunisme, ou ni même en tant que patron des relations sociales de notre groupe, mais la réalité est que le dialogue social doit être au cœur de l'avènement de toute rupture technologique, de tout ce qui est disruptif dans nos entreprises, comme on dit, et que c'est au centre de notre attention. J'ai aussi envie de dire que comme on est un assureur mutualiste particulièrement engagé, l'IA doit être aussi au service de nos sociétaires et clients. Voilà, donc quand on est dans ces 3 dimensions, je pense qu'on pose un peu la stratégie d'un groupe comme le nôtre.
Merci Nicolas pour ces explications. Alors Isabelle, qui va être un peu aussi, Isabelle, aujourd'hui, notre vision chiffrée, les analyses que l'APEC a pu faire sur cette IA. Donc moi j'ai une question, quel est le taux d'adoption de l'IA aujourd'hui, notamment l'IA générative? Alors l'IA générative est en France aujourd'hui, et quel secteur bénéficie le plus donc de cette IA? C'est quand même une technologie qui est assez récente. Elle a à peu près un peu plus de 2 ans. Je vais parler essentiellement moi d'intelligence artificielle générative, puisque l'IA en telle qu'elle-même, elle existe déjà dans de nombreux secteurs d'activité, entre autres dans l'industrie. Et c'est pas quelque chose qui est nouveau, puisque le terme d'intelligence artificielle, ça date quand même de 1956. Mais c'est une technologie qui a connu une dosivère scientifique et puis qu'on a vu arriver, quelque chose qui nous a tous traversé il y a un peu plus de 2 ans maintenant, avec l'arrivée des premières intelligences génératives, donc avec ce principe de modèle de langage qui nous donne l'illusion qu'on parle à quelque chose qui parle comme nous. En termes de chiffres, ce qu'on voit surtout, c'est que c'est une technologie qui s'est répandue très très vite, qui a même battu TikTok et Instagram dans sa capacité à avoir un nombre d'utilisateurs record en moins d'1 mois. Et donc en termes de chiffres, je vais en citer quelques-uns, mais pas trop non plus. On sait que c'est quelque chose qui va forcément effectivement transformer le travail demain. Et c'est surtout la première rupture technologique qui va disrupter le travail intellectuel et non plus le travail manuel. Ce qu'on a pu connaître dans les révolutions technologiques précédentes, aujourd'hui, c'est effectivement plutôt les fonctions intellectuelles qui risquent d'une manière ou d'une autre de faire face à cet élément. Alors quelques chiffres. Aujourd'hui, dans les dernières études qu'on peut lire, 48% des salariés interrogés, donc ça c'est une étude qui a été faite par ADECO en octobre 2024, ont une pratique quotidienne aujourd'hui de l'intelligence générative. Ils étaient que 31% l'année précédente, donc on voit que c'est quelque chose qui augmente. On le voit dans les offres d'emploi aussi. Dans une étude qui est parue à de l'APEC récemment, aujourd'hui, les compétences qui sont demandées dans l'industrie, dans les offres d'emploi, alors ça ne représente que 3% du marché aujourd'hui, mais on voit qu'effectivement c'est un chiffre qui continue aujourd'hui à grimper. On sait aujourd'hui que c'est beaucoup plus utilisé dans les grands groupes et donc aujourd'hui relativement moins dans les TPE-PME, puisqu'on a aujourd'hui que 31% des TPE-PME qui l'utilisent régulièrement ou occasionnellement, alors qu'on est plutôt à 37% dans les grands groupes, voire plus dans certains. Et effectivement, c'est l'industrie aujourd'hui qui se sert le plus de cette technologie. Merci. Alors, juste pour les néophytes, l'IA générative. Alors, l'IA générative, c'est une intelligence artificielle qui génère du contenu. C'est-à-dire que on va donner à la machine des mots, des contextes, et puis il va transformer tout ça en quelque chose de lisible ou voilà. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Si vous cherchez du boulot, vous lui dites voilà ce que j'ai fait, voilà mon parcours, voilà ma date de naissance, fais-moi un CV. Et il va vous sortir un CV. Ça génère du contenu. Voilà. Alors, il y a après d'autres types, mais pour l'IA générative. Alors, oui, Thomas, tu nous as préparé quoi depuis... Alors, je vois pas d'ici, mais voilà. Merci Thomas. Je continue pendant qu'on est en train de capturer les dessins de Thomas. Alors Antoine, tu représentes un petit peu ici le salarié, on va dire, hein, le salarié qui est dans sa boîte et qui se pose plein de questions sur l'IA. Donc, selon les informations que tu as reçues, toi, quels sont, selon toi, les objectifs à long terme de l'entreprise avec l'IA? Tout d'abord, il faut dire qu'en entreprise, on a constaté l'arrivée de l'informatique, ensuite du numérique, et maintenant arrive l'intelligence artificielle. Bon, à chaque fois, toute nouvelle technologie pose des questions. On se demande comment s'en servir au mieux, en quoi le salarié y trouvera une facilité dans son travail. Donc, il est indéniable désormais que l'intelligence artificielle est un outil de développement durable. Mais moi, je serais très curieux de connaître les projets qui sont envisagés quant à l'utilisation de cette intelligence artificielle. Oui, quand tu parles de projet, tu parles surtout de stratégie, de savoir comment va être utilisée l'IA et dans quel but. Voilà, et moi je veux savoir aussi si moi, salarié, cadre, à terme mon emploi n'est pas menacé, ou est-ce que l'intelligence artificielle ne me remplacera pas à terme
Moi, oui. Et combien de salariés seront touchés? Très bien. Alors, Ambre, je me retourne vers vous. Sur la base de la définition que vous avez tout à l'heure donnée de l'IA, auriez-vous quelques exemples, par exemple concrets, de projets que vous avez menés à la MSA? Alors, je vais avoir du mal à en choisir quelques-uns, mais déjà, le point commun de tous les projets, c'est que ce n'est jamais l'IA qui décide, ce n'est jamais l'IA qui fait chez nous. En tout cas, c'est la condition sine qua non, c'est se rappeler que l'IA, elle est au service de nos adhérents et au service de nos salariés. Donc déjà, elle ne les remplace pas. En revanche, elle peut les accompagner. Et moi, il y a un projet que j'aime beaucoup. Alors, on a beaucoup d'expérimentation, mais il y en a un que j'aime bien et qui concerne les plateformes téléphoniques. Ce qui est terrible dans une plateforme téléphonique, c'est qu'on est au téléphone tout le temps, souvent avec des adhérents charmants, parfois avec des adhérents un peu moins charmants. Alors, vous allez me dire, c'est logique, quand ils nous appellent, c'est qu'il y a un problème. Ça n'empêche pas que parfois certains restent extrêmement courtois, agréables, compréhensifs, et parfois certains sont un petit peu moins agréables, voire carrément agressifs. Et on sait tous comment ça fonctionne, l'agressivité. Si je vous parle avec agressivité, vous allez me répondre avec agressivité. Et tout ça, enfin il y a des chances, et tout ça va aller crescendo. Et il va en sortir deux choses, c'est que une fois que j'aurai raccroché, vous ne serez pas content, et moi je serai malheureuse. Bref, tout le monde est perdant. Alors on s'est dit que peut-être on allait pouvoir utiliser l'IA de manière étrange, disruptive, nouvelle, et on est en train de mettre en place une expérimentation avec un certain nombre de collaborateurs volontaires sur des plateformes téléphoniques pour moduler un tout petit peu la voix du téléconseiller. Donc en fait, quand vous nous avez au téléphone, certains des téléconseillers sont un tout petit peu plus souriants au niveau de la voix qu'ils ne le sont derrière leur téléphone. Et ça change tout. Ça change tout, à la fois parce que vous, quand vous les avez en ligne, même si vous avez été au départ un tout petit peu moins agréable, vous avez quelqu'un qui est charmant. En fait, ça dégonfle le sujet. Deuxième chose, lui, il se sent un peu moins agressé, il y a moins d'incivilité, et donc il est d'autant plus charmant, et on entre dans un circuit, une sorte de cercle vertueux. Par ailleurs, on ne s'est pas dit que l'IA, ça allait tout faire. Donc on a aussi accompagné cette gestion de l'incivilité et du désamorçage, la désescalade éventuelle des conflits, en accompagnant nos collaborateurs de formation sur la désescalade, de formation sur toujours mieux accompagner et éviter le conflit. Et donc, on n'est pas dans une IA qui fait à la place d'eux, on est dans une IA qui complète notre qualité de service, notre qualité de travail et de bien-être au travail, et en même temps, on accompagne ça d'une vraie formation pour des vrais gens, à des vraies fins humaines. Merci pour cet exemple. Alors, toujours, je regarde Thomas qui croque les instants, et donc notre caméraman va prendre tout ça. Alors, un exemple à la MSA, mais l'IA est-elle une réalité aussi chez Groupama, Nicolas? Concrètement, vous avez aussi des exemples à apporter sur cette nouvelle technologie? Alors, on a également effectivement une vision très, très concrète de l'IA chez Groupama. Vous savez, par nature, par histoire, on a les pieds bien sur terre chez Groupama. Donc, on est à la recherche, nous, de solutions qui vont apporter de la valeur ajoutée à nos sociétaires, à nos collaborateurs, et puis à l'efficacité des métiers qu'on exerce. Et on est très, très attaché à ces recherches-là. Naturellement, on ne cherche pas le dernier truc technologique qui va permettre de briller sur un salon ou à l'occasion d'une illustration dans une revue professionnelle, mais ce qui ne nous empêche pas de tester beaucoup de choses. Alors, en termes d'usage concret, on peut dire que vous, sociétaires ou prospects de Groupama, bien, dans le cadre de l'exploitation des mails, on utilise déjà pas mal l'IA.
Et aussi une autre application assez concrète, c'est les demandes de devis. Vous avez en tant qu'assuré ou futur assuré voulu obtenir un tarif en remplissant des formulaires. Eh aujourd'hui, on est grâce à l'IA sur une expression du besoin beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturelle de la part de nos clients et prospects pour aboutir à une tarification. Un troisième cas d'usage que nous déployons, c'est des agents, ce qu'on appelle les agents conversationnels, qui permettent plus rapidement pour un sociétaire d'aller accéder à une information. Mais ce que j'ai envie de retenir, c'est cette notion de ce fil conducteur qui est finalement la valeur ajoutée que ça apporte à nos métiers, aux collaborateurs et à nos sociétaires, cette notion finalement d'augmentation. Et pour nous, le bon cas d'usage IA est un cas d'usage qui va augmenter l'efficacité de nos métiers, augmenter l'efficacité des collaborateurs et l'efficacité auprès de nos clients et sociétaires. Merci pour cet autre exemple d'utilisation de l'IA. Donc, je dirais, d'après vos réponses, en fait, l'IA commence à transformer les métiers, commence à transformer quelques tâches dans les métiers. Et donc, du coup, Isabelle, comment l'IA transforme-t-elle les métiers et puis aussi les compétences dans les organisations? Parce que ça va être ça, demain, la question qu'il faudra évidemment qu'on se pose pour pouvoir anticiper et puis accompagner. Alors, c'est un peu la foire aux chiffres dans les données. On va en donner quelques-uns. Parce que sinon, avec la foire... Il y a un peu du débat, du tout pour, tout contre. Ça va faire disparaître plein de métiers, ça va en générer d'autres. On entend beaucoup de choses, parfois très contradictoires. Et oui, il y a des éléments qui sont assez contradictoires. En tout cas, c'est un débat qui est assez nourri entre les pour et les contre. Certaines études, alors je dis toujours certaines, je ne les cite pas toutes bien évidemment parce que comme on dit à l'instant il y en a beaucoup, mais certaines effectivement, comme par exemple le Forum économique mondial dit qu'on pourrait gagner entre 6 à 8 heures par semaine de travail en automatisant grâce à l'intelligence artificielle un certain nombre de tâches, entre autres dans les métiers de service, qui est par exemple de la saisie de données, de la gestion administrative. On aurait des gains de productivité aussi, comme vous le citiez par exemple avec les chatbots, qui sont un très bon et un des premiers usages effectivement de l'intelligence artificielle générative, ou tout ce qui est système de maintenance prédictive. D'ailleurs, un des secteurs d'activité qui utilise beaucoup l'intelligence artificielle, c'est quand même aussi l'agriculture. Et donc on prévoit dans certaines études que les métiers informatiques, ça c'est France Stratégie qui le dit, on aurait des recrutements, je regarde mes chiffres, de un peu plus de 115 000 postes d'ingénieurs aujourd'hui, demain, qui seront à recruter d'ici 2030, parce qu'on va avoir un énorme besoin de développer des applications, des applicatifs à partir de l'intelligence artificielle pour la mettre effectivement au service des entreprises. Donc ça, c'est le côté, effectivement, il y a un gain de productivité. Un petit aparté pour dire que dans certaines études, on s'est posé la question entre les cols blancs et les cols bleus, qui seraient les gagnants de l'intelligence artificielle générative. Et les quelques études dont on dispose aujourd'hui disent que ce sont globalement plutôt les cols bleus qui sont les gagnants, puisque le système de génération de contenu permet entre autres de pouvoir accéder à des tâches, des compétences qui aujourd'hui n'étaient pas opérationnelles dans ces catégories de clients. Et entre autres, on le voit dans la recherche d'emploi. Vous le disiez, faire une offre d'emploi, faire une lettre de motivation, faire un CV, c'est devenu quelque chose qui est assez classique aujourd'hui avec une IA, avec simplement un énorme bémol, c'est celui de la standardisation des candidatures qui peuvent arriver vers les entreprises et qui du coup font que tous les CV se ressemblent, toutes les lettres de motivation se ressemblent, et que finalement ce qui fait le lien humain et la relation humaine entre une fonction RH et un candidat, elle disparaît, ou en tout cas la sélection commence à devenir de plus en plus compliquée. De l'autre côté, effectivement, on prévoit et on entend beaucoup une obsolescence des compétences d'un côté, et puis un besoin de monter en compétences. On le voit aujourd'hui, c'est un besoin énorme de formation, effectivement, d'abord autour de l'intelligence artificielle, pour essayer déjà de décrypter ce que c'est et comment fonctionne cet outil. Aujourd'hui, on dit, alors ça c'est McKinsey qui estime qu'effectivement que 30% aujourd'hui des tâches actuelles seront automatisées d'ici de cette année, donc en 2025, et que donc 13% de
compétences aujourd'hui cognitives serait nécessaire, parce qu'on a vraiment un débat entre connaissances techniques et technologiques autour de l'intelligence artificielle et développement des soft skills autour de compétences plus cognitives, compétences critiques, compétences d'analyse, compétences de compréhension, puisque aujourd'hui la grande question, et entre autres on le voit avec tous les débats et entre toutes les intelligences artificielles génératives qui aujourd'hui sont plutôt soit chinoises, soit américaines, on a une problématique de qu'est-ce qui est fait des données qui sont utilisées, quels sont les risques de deepfake, quels sont les risques d'informations qui sont fausses. Aujourd'hui, des études qui estiment que ChatGPT ne répond qu'à 65% de façon juste. Donc on va avoir effectivement, et on peut demain avoir une pénurie de compétences dans tout ce qui est donc analyse critique, créativité, besoin dans ces métiers-là. Et donc il faudra demain plutôt combiner des compétences techniques et des compétences cognitives pour effectivement du coup avoir des agrégats de métiers qui sont effectivement en adéquation avec de l'individu, du salarié augmenté. Merci Isabelle. Alors je rebondis juste sur ce que vous disiez concernant les CV, parce que le paradoxe aujourd'hui c'est que, alors il paraît que quand on envoie un CV aujourd'hui, eh bien le CV il est lu par une machine qui en plus fait partie de l'IA. Donc le recrutement, et alors oui, mais j'ai appris ça, donc c'est extraordinaire parce que c'est très paradoxal. On fait un CV avec l'IA qui va être lu par une machine et qui va permettre de recruter. C'est extraordinaire. C'est pour ça que je me retourne vers Jean-Seb, parce que tout ça, Jean-Seb, tu viens de l'entendre. Hein. On a entendu formation, transformation, adaptation, polarisation, etc. Mais quels sont les points de vigilance aujourd'hui donc pour des représentants d'une organisation syndicale représentant l'encadrement, puisqu'on a entendu que ça allait être un peu plus désavantageux pour l'école dit blanc, d'accord ? Donc c'est quoi les points de vigilance que la CFE-CGC a détectés concernant l'IA ? Je mets un petit bémol. C'est pas désavantageux pour les cadres et pour l'école blanc. C'est-à-dire que c'est que le gain de productivité pour l'école blanc, il est moins important que le gain de productivité que pourrait faire l'école bleue avec. D'accord. C'est parfait. Il fallait absolument me recadrer. Vous avez bien fait, Isabelle. Parce que des fois, je dis des bêtises. Oui, un petit dessin de la part de Thomas. Alors, l'école bleue, il gagne avec l'IA et les nez rouges aussi. Alors, ah non, les nez rouges, on ne sait pas. On n'a pas vu. En tous les cas, tout ça, effectivement, porte des questions que je te repose, Jean-Sébastien. Quels sont les points de vigilance que la CFE-CGC a détectés concernant donc l'utilisation de l'IA ? Alors, la problématique, c'est qu'on ne peut pas avoir une vigilance générale sur l'ensemble des points à vérifier. Ce que disait Antoine est vrai, c'est-à-dire qu'il y a une période de transformation. D'accord ? Entre aujourd'hui et demain, il va y avoir toute une période de transformation sur laquelle la première vigilance, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire qu'il y a une transformation des métiers, il y a une perte d'autonomie, donc je ne vais pas reciter pour ne pas rallonger ce qu'a dit Madame Gir, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que entre le début de l'IA et les objectifs des employeurs et des entreprises sur des gains de productivité ou alors des améliorations de productivité, il y a tout un accompagnement à faire. D'accord. Et donc, pour ce qui est des... Alors, je ne sais pas s'ils sont bleus ou blancs, ces écoles, mais en tout cas, pour ceux qui étaient dans l'encadrement au sens large du terme, ils sont à même d'être remplacés par cette génération d'idées, cette génération de sujets sur les automatisations de certaines tâches. Mais pour autant, il faut qu'il y ait un temps accordé, un temps plus ou moins long, à la formation, à l'accompagnement, pour être sûr que le partage se fasse entre la volonté des dirigeants, des décideurs en tout cas, et les capacités des salariés, et pas des travailleurs. Merci. Donc, un peu de vigilance. Je crois qu'on parle tous d'adaptation, de formation, d'accompagnement dans le changement, parce que dans tout changement, évidemment, il y a un accompagnement qui doit se faire dans la co-construction, et je crois que ça, tout le monde est assez d'accord autour de ça. Mais Antoine, quand tu entends ça, ces points de vigilance, est-ce que c'est ta vision de l'impact de l'IA, par exemple sur ton poste, sur ta fonction ? Parce que tout ça, c'est ce que se pose comme question tous les collègues qui sont comme toi. Bien évidemment. Moi, je me refuse d'être naïf. Je suis désolé, madame, mais j'ai pour habitude de dire que les prospectifs se trompent largement. Toujours. Donc, merci, vous abondez dans mon sens. Donc, je reste persuadé que cela aura un impact sur l'emploi. Malheureusement, des cadres d'école blanc, et
la grande question qui se pose, c'est le devenir de ma fonction, enfin la mienne en général, mais des cadres et des postes qui devront être réinventés, réécrits, réadaptés, et surtout quelle tâche spécifique sera confiée à l'IA. Alors, toutes ces questions, c'est légitime de se les poser. Et d'ailleurs, c'est bien de se les poser, parce que quand on se pose des questions, ça va permettre d'avancer la réflexion, d'avancer la construction et le dialogue. Et ça, c'est important. C'est pour ça que, Ambre, vous pensez, vous, que l'IA va permettre des gains de performance et donc des réductions d'effectifs ? Alors, évidemment, cette question, tout le monde se la pose. Et sans doute qu'on pourrait répondre oui si on avait une vision extrêmement simpliste de l'équation gain de performance, donc j'ai besoin de moins de gens pour faire la même chose. Mais ça ne marche que si toutes choses sont égales par ailleurs. Donc si je dois faire la même chose. Mais se dire qu'on doit faire la même chose, c'est que le monde n'évolue pas. Je vais prendre un exemple. Quand on est passé du courrier au courriel, quand on recevait un courrier, globalement, quand vous écriviez, que ce soit, j'imagine, à Groupama, à la MSA ou à n'importe quel partenaire qui est le vôtre, vous envoyiez un courrier, quand vous aviez une réponse sous 2 semaines, vous vous disiez, ils sont performants. 2 semaines, c'est bien. Quand vous envoyez un courriel, sous 2 jours, on est performant. Au-delà, c'est un peu moins bien. Quand vous envoyez un SMS, sous 2 heures, vous commencez déjà à être lent. Un Teams, c'est 2 minutes. Donc on voit bien que l'attente change. Toutes choses ne sont donc pas égales par ailleurs. Ça, c'est sur l'attente. Deuxième chose, ça serait vrai aussi de se dire que performance égale augmentation de la performance égale diminution de l'effectif, si on pouvait remplacer les êtres humains dans toute leur forme d'intelligence par de l'intelligence artificielle. Je suis désolée, mais les intelligences artificielles, elles sont génératives, prédictives, déductives, mais elles ne sont que ça. En tout cas, à ma connaissance, aujourd'hui, elles ne sont que ça. L'intelligence humaine, elle est mathématique, logique, mais pas que. Elle est aussi relationnelle, elle est aussi simplement empathique. Et à ma connaissance, cette empathie, aucune IA ne sait le faire. Je vous ai pris tout à l'heure un exemple, ça fait légèrement sourire le collaborateur, mais ça ne ressent pas à sa place. Tout à l'heure, vous évoquiez un exemple qui sans doute fait frémir, de se dire que vous générez votre CV par une IA, votre lettre de motivation par une autre IA, et vous me l'envoyez, et je fais en sorte de la faire traiter par une 3e IA. En gros, une IA par une autre IA, c'est formidable. Sauf que vous n'allez pas travailler avec une IA, vous allez travailler avec un manager, qui est un vrai humain, avec des collègues qui, eux aussi, sont des vrais humains. Donc ce qu'il va falloir faire à un moment donné, qu'éventuellement on check, excusez-moi pour le bon français, qu'on vérifie que les compétences dures, les fameux hard skills, sont bien présents sur le CV, dont acte. Mais ce qu'on va vouloir vérifier, c'est que votre candidature à vous, votre personnalité, vos compétences, vos manières de les mobiliser, elles sont bien capables de s'intégrer dans un ensemble. Donc ça, c'est la 2e condition. Pour que l'IA remplace l'humain, il faudrait que l'IA ait une intelligence complète. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est pas non plus résolu. Et puis, il y a une 3e chose, c'est que quand on demande aux neurologues souvent de définir ce que c'est que de l'intelligence, la première chose qu'ils prennent comme exemple, c'est le fait d'être capable de créer. Or, si les IA les plus novatrices sont génératives, elles ne sont pas créatives. Et puisqu'on est au Salon de l'Agriculture, je vous invite à réfléchir à quelque chose de particulier. Un jour, l'homme a vu des plantes. Alors, je vous laisserai imaginer le sarrasin, le blé ou encore le maïs. S'est dit, je vais l'égrainer, je vais l'écraser, je vais en faire de la farine, je vais y mettre de l'eau et je vais mettre ça dans un four et ça va être la base de l'alimentation de
toutes les cultures humaines partout sur le globe, peu importe la céréale. Aujourd'hui, si vous demandez à ChatGPT, à DeepSeek, à Copilot ou au chat de Mistral de le faire, il ne va pas savoir le faire. Ce qu'il va savoir faire, c'est vous dire, si tu as tout ça dans tes placards, je t'invente une recette. D'ailleurs, elle peut être plutôt réussie. En revanche, il n'inventera jamais un aliment. Et c'est ça l'humain, c'est qu'on est capable d'avoir inventé un aliment et lui, on lui demandera juste d'en faire une recette. Et je pense que l'IA est capable d'inventer des recettes, mais n'est pas capable d'inventer des aliments. Alors ce qu'on attend de nos cadres demain, c'est d'inventer de nouveaux aliments. Donc, avec tout ça, c'est quand même très positif parce que on se dit ah oui, avec l'IA la créativité va diminuer et tout, mais en fait non, il va falloir créer et être inventif, être innovant. Donc il va falloir apprendre à l'ensemble de nos générations de créer. Donc il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Et du coup, Nicolas, quelle approche de Groupama sur l'impact de l'IA, sur les métiers et les compétences? Un petit peu la même question que j'ai posée à Ambre tout à l'heure. Alors, je rejoins parfaitement Ambre. Et d'ailleurs, j'allais dire, même sur les recettes, ceux qui ont pu regarder un reportage il y a quelques jours qu'avait fait France 2, d'ailleurs un très bon reportage sur l'IA en prime time, et qui avait demandé à une IA de faire des recettes et devant des chefs. Et le résultat de ce qu'on avait demandé à l'IA en donnant des ingrédients, devant fais-nous une recette, est très improbable. À vrai dire, je vous invite vraiment à regarder en replay cette émission. Donc je pense que ça me conduit à une réflexion, d'ailleurs celle de l'inventeur de Siri, vous savez, ceux qui ont un iPhone, Siri, qui avait écrit un livre assez visionnaire, il y a de ça maintenant 3 ans, qui s'appelait L'intelligence artificielle n'existe pas, ou ça n'existe pas. Tout simplement en disant qu'il y avait un prisme qui n'était pas le bon dans la dénomination de cette nouvelle dimension de l'automatisation, finalement, qu'on appelle l'intelligence artificielle. On va dire, c'est pas une forme d'intelligence, c'est une forme élevée d'automatisation. Et donc la suprématie de l'humain, elle est toujours là dans les dimensions qu'Ambre développait. Et donc comment on s'y prépare, nous, c'est surtout pas dans une logique de déni. Parce qu'une fois qu'on a dit tout ce qu'on vient de dire, il est évident que nos métiers, notamment les métiers de la relation client, les métiers de la gestion des sinistres, d'ailleurs pour les plus automatisés d'entre eux, un bris de glace, gérer un bris de glace aujourd'hui, il n'y a rien de plus automatisable aujourd'hui. Ça correspond à des process pour un assureur qui sont très banalisés. En revanche, le cœur de la valeur ajoutée d'un assureur aujourd'hui, c'est la relation humaine. Et tout le temps qui nous manque aujourd'hui, nous manquons de ressources à tous les sens du terme pour pouvoir développer la relation avec le client. Eh bien, l'IA représente une opportunité importante pour nous centrer sur ce nouvel objectif. Alors, ça ira pas tout seul. Il faut naturellement accompagner le développement des compétences et notamment, fort de hard skills de bon niveau, pouvoir développer les soft skills, donc le comportemental. Et ça, c'est la voie qu'il faut aujourd'hui travailler, mais sans être dans le déni. Il y a un énorme investissement à réaliser et ça, c'est quelque chose auquel on s'attelle au quotidien, mais qui n'est pas nouveau. Antoine évoquait tout à l'heure les ruptures liées à l'informatisation puis à la numérisation. J'allais dire, Ambre, on ne fait que ça depuis qu'on est dans nos environnements et depuis qu'on dialogue d'ailleurs avec les partenaires, plus généralement les partenaires sociaux. Bien, alors c'est quand même très positif tout ce que j'entends moi, autour de nous, parce que du coup, moi j'ai cette impression, mais je ne suis qu'un spectateur de ce que vous me dites, et j'ai l'impression que en fait ça va être plutôt quelque chose de stimulant, de créant. Mais je vais me faire un peu l'avocat du diable, parce que c'est un peu mon rôle aussi de temps en temps de titiller. C'est ok, création, mais à côté destruction. Je me retourne donc vers Isabelle parce que vous avez partagé une synthèse de contraction que crée l'IA. Alors par exemple, contraction, quand je dis création versus destruction, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, je vais rejoindre effectivement ce que vous disiez, Ambre, tout à l'heure, en citant une étude du Boston Consulting Group, qui a fait une étude sur ses propres consultants, un peu plus de 700 personnes, justement sur leur capacité d'un côté de création et de leur côté leur capacité de conseil.
Et donc ils ont fait un exercice grandeur réelle, ils ont demandé à leurs consultants de faire un travail de créativité, donc de recherche de slogans, de points de créativité avec une intelligence artificielle et un autre groupe sans intelligence artificielle. Et ils leur ont demandé la même chose avec une tâche de conseil sur une problématique de client particulière, donc pareil avec deux groupes, un groupe accompagné par l'IA, un groupe non accompagné par une IA. Ce qu'ils se sont aperçus, c'est que sur les tâches de créativité, donc ça rejoint ce qu'on disait, l'intelligence artificielle générative, elle génère du contenu, puisque ce qu'on lui a donné à manger comme base de connaissances, c'est du contenu. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est quand même le plus grand hold-up qui existe aujourd'hui sur la Terre. C'est le plus grand hold-up des temps modernes, parce qu'ils ont quand même sifflé tout ce qui existait quand même comme données sans demander l'avis de personne et sans donner aucun droit de propriété. Ah oui, là, ils se sont servis. Complètement. Ah, mais alors. Largement. Et aujourd'hui, ce qui est juste magique, c'est qu'en plus, ils nous le revendent. Au-delà de ça, pour revenir à ce que disait le BCG, c'est qu'en fait, sur les questions de créativité, ceux qui avaient travaillé avec l'intelligence artificielle étaient un petit peu meilleurs, effectivement, puisque l'IA les avait aidés, donc les avait accompagnés dans ce processus créatif. Et on le voit chez les créatifs aujourd'hui, quand on dit effectivement ça va tuer les métiers de la communication, non. C'est un outil d'aide à la créativité, puisque le processus créatif que fait aujourd'hui un designer ou un spécialiste dans une agence de communication, le processus créatif, c'est lui qui le fait, simplement il le donne à la machine et il lui explique ce qu'il veut et il le détaille pas à pas et la machine crée à sa place. Mais en tout cas, le processus créatif est toujours le même. Donc sur les tâches de créativité, Boston Consulting Group, effectivement, ça avait été meilleur avec l'intelligence artificielle. Sur ceux qui, par contre, avaient fait ce travail de conseil, là, effectivement, du coup, le travail était moins bon fait avec une intelligence artificielle. Il était bien meilleur quand il était fait par un cerveau humain. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, et on est beaucoup dans une dichotomie aujourd'hui, dans un débat entre d'un côté création, de l'autre côté destruction, d'un côté effectivement compétences humaines versus compétences techniques. Aujourd'hui, je pense que ce qui fera demain effectivement l'alliage de l'intelligence artificielle dans les entreprises, c'est justement ce combo entre ces deux éléments. Aujourd'hui, effectivement, on est un peu dans une espèce d'optimisme technologique. C'est énormément de débats, de littérature, et on l'a vu avec le sommet de l'IA. Effectivement, on a eu énormément de débats autour de ce sujet-là. Demain, effectivement, dans les entreprises, c'est quand même l'alliage des deux qui fera que demain, on ira vers quelque chose où on a une vraie combinaison entre l'homme et la machine. Donc oui, vous aurez de la machine, mais il restera quand même les hommes pour réfléchir et pour avoir un esprit critique. C'est aussi d'ailleurs, quand je rejoins ce que vous disiez sur les CV, nous quand on a des cadres qui viennent nous voir et qui arrivent avec leur CV fait effectivement par une intelligence artificielle, ils disent c'est bien, c'est super bien fait, maintenant on va parler de vous. Parce que c'est vous en tant qu'individu, comme vous le disiez, qui va être recruté demain, et c'est votre personnalité, c'est votre capacité, aussi votre motivation dans une entreprise qui fait que votre profil va être en adéquation avec nos valeurs, notre entreprise, notre métier, que vous allez rejoindre, et c'est pas effectivement du coup ce qu'une intelligence artificielle peut avoir. Mais c'est une très bonne base. Quand effectivement c'est compliqué à faire, quand une lettre de motivation, on l'a tous fait, c'est quand même un exercice extrêmement compliqué, extrêmement long et difficile à faire, c'est une aide à le faire. Ça n'empêche pas effectivement qu'après on va parler de l'individu et de l'être humain derrière tout ça. Bon, alors ça commence un petit peu à nous rassurer que d'entendre parler d'humain face à la machine, l'inconnu. Mais tout ça m'amène à penser que nous, en tant qu'organisation syndicale, quelles actions concrètes la CFE-CGC veut-elle mettre en place pour devenir proactive et accompagner les salariés de l'encadrement dans cette transformation ? Jean-Sébastien, je te réveille. Je suis désolé. C'est rien du tout. Oui, effectivement, c'est marrant parce qu'on a commencé tout à l'heure sur le sujet en disant que c'était qu'un outil. Et on aura vécu là, à cette table, l'expression vrai humain. Rien à voir, hein, c'est pas méchant, mais on a réussi à exprimer le fait que c'est des vrais humains, ce qui voudrait dire qu'il y a des faux humains. Donc c'est pour ça qu'on peut perdre tout le monde à ce petit jeu-là, en disant qu'effectivement ça peut être un danger, mais aussi une opportunité. Et c'est pour ça que les plus belles choses qui ont été faites sur ces sujets-là, ces sujets transverses, ce sont par le dialogue social qu'ils ont eu lieu. Et donc c'est pour ça que pour le côté, à mon avis, des syndicats, du dialogue social, il faut absolument que ce soit amené de façon claire et précise
dans les instances représentatives, dans lesquelles on a échangé sur des sujets de précocité de l'information. Faut faire confiance à l'outil, donc la confiance, ça se fait pas par hasard, ça se décrète pas, donc il faut ces deux choses-là, et puis aussi il va pouvoir mesurer les compétences nécessaires à chaque chose. Faire un CV, etc., effectivement ça peut faire rire, on fait un CV, on fait des présentations sur Gamma pour gagner du temps, mais qu'est-ce qu'on va faire en plus puisqu'on gagne du temps ? Dans le monde dans lequel je vis, je connais aucun employeur qui va dire si tu as du temps, tu peux rentrer chez toi parce que tu es en forfait jour et tu peux profiter du soleil. Je connais pas ça. Ça dépend où on habite. Tu as de temps, puisque tu as du temps, tu as d'autres tâches de travail qui vont, et donc on arrive après sur une surcharge au travail. Et c'est là-dessus qu'il faut être vigilant, et ça ne peut se faire que par le dialogue social et ces échanges dans les biais dans les CSE, excusez-moi. Merci. Oui, je reconnais bien l'ADN donc de notre organisation syndicale qui est dans le dialogue, qui est dans l'accompagnement, dans la co-construction, et cette transformation, elle doit se faire avec l'ensemble des acteurs. C'est un peu ça donc que l'on attend, et je crois que de ce que j'entends, c'est aussi la volonté de chacun de pouvoir s'accompagner les uns des autres pour que l'aventure humaine continue. C'est un peu ça. Antoine, tu as entendu tout ce qui vient de se dire. Alors, en tant que salarié de l'encadrement, pour l'accompagnement dont on vient de parler, tu attends quoi de tout ça pour ces compétences ? Alors justement, en qualité de salarié de l'encadrement, pardonnez-moi, je ne partage pas votre enthousiasme. Vos propos dithyrambiques, le bon sens paysan revient vite et me dit qu'il faut rester très méfiant quand même. Certes, c'est incontournable, certes, nous ferons avec, mais certes, nous ne ferons pas n'importe quoi. Donc, bien évidemment, heureusement. Donc, bien évidemment, moi je me pose la question y aura-t-il des formations de prévues ? Est-ce qu'il y aura à terme des certifications ? Comment vous envisagez le fait pas d'imposer, mais de transformer les fonctions de l'encadrement en particulier ? Alors, je vais poser la question à Nicolas. Comment on envisage l'accompagnement des managers ? Et d'ailleurs, est-ce que pour vous, c'est un facteur de succès ou un facteur de clé de succès ? Bon, déjà, je tiens à rassurer Antoine. Comme toujours, l'encadrement, ça a toujours été la clé de succès à chaque fois qu'on a fait des grandes transformations dans nos entreprises. Historiquement, une transformation réussie, c'est déjà une transformation dans laquelle l'encadrement a trouvé sa place et a joué tout son rôle d'accompagnateur, et pour lequel il a été suffisamment outillé. Et j'ai envie de dire que l'intelligence artificielle, c'est exactement la même chose. L'encadrement doit, et je dirais toutes les dimensions de l'encadrement, c'est-à-dire l'encadrant, le manager, celui qui encadre, mais aussi le cadre, qui est cadre parce qu'il est bénéficiaire, doté d'une technicité supérieure dans l'entreprise. Et bien, je dirais que ces deux types de populations, on doit les outiller pour continuer à créer de la valeur dans leur environnement. Alors, il y a en la matière, je pense notamment pour les populations d'encadrement, on voyait les limites et le biais de l'IA dans le développement de la créativité, à la fois son apport et à la fois les limites. L'encadrement a un rôle assez fondamental pour maintenir le niveau d'innovation et le niveau d'efficacité des collectifs de travail, et ça c'est complètement irremplaçable. Donc on doit entraîner finalement nos populations de managers à tirer le bénéfice de l'IA et les former en conséquence. Et puis d'une manière générale, pour les populations plus techniques, non encadrantes, eh bien l'IA doit devenir l'outil de travail de demain. On parlait des processus créatifs. Aujourd'hui, un créatif va demeurer, mais il va avoir besoin de pouvoir se familiariser à un certain nombre d'outils. Donc j'ai envie de dire qu'en la matière, beaucoup d'investissements, pas de menace au sens où, pour moi, les seuls salariés et les seuls cadres qui sont menacés sont ceux qui ne se seront pas approprier l'IA ou qu'on n'aura pas suffisamment accompagné dans l'appropriation de l'IA. Mais je ne crois pas en soi à une menace sur ces populations qui restent au cœur de tous les défis de transformation de nos entreprises. Merci. Alors, une petite parenthèse de croc. Je suis votre nouveau DRH.
avec un petit bonhomme là qui ressemble à un outil. Non, je rigole. Moi, je fais partie de la déco. Bon, voilà, donc c'était le moment. Merci Thomas pour ce petit moment. Alors, oui, je parlais, je suis perdu là d'un coup. Oui. L'accompagnement. Jean-Sébastien, je me retourne vers toi. L'aspect co-construction que Nicolas vient d'aborder dans le dialogue social en entreprise ou en branche professionnelle sur cette question de l'IA est-elle primordiale? La co-construction est-elle primordiale? Oui, à notre sens dans 3 sujets. La formation, l'accompagnement, toujours. Hein, j'insiste lourdement parce que plus on est au courant, plus on accompagne. Bien sûr, je crois qu'il y a pas de doute là-dessus. Il faut aussi qu'il y ait, et c'est tout l'esprit de ce que je vous invite à lire là sur l'Élysée sur le site de l'Élysée, suite à la conférence au sommet qu'il y a eu, il y a tout un pan qui est fait sur l'intelligence artificielle au travail. Et donc c'est bien spécifique et c'est bien fait. Et il y a également toute une partie sur l'éthique. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait du sens dans ce qu'on fait. C'est-à-dire il faut pas qu'une direction d'entreprise ou un groupe décide quelque chose sans en abreuver tous les salariés et surtout les décideurs, en tout cas, les cadres, pour pouvoir accompagner au plus près. Et puis surtout à terme, puisque c'est l'essentiel, on pourrait imaginer un partage de la valeur des bénéfices réalisés par l'IA. Si c'est des gains de productivité, alors pas forcément que financiers, ils peuvent être aussi en temps, puisque comme je le disais tout à l'heure, si l'intelligence artificielle fait gagner 2 heures par jour à un salarié, pourquoi il n'utiliserait pas ces 2 heures par jour plutôt que d'être en semaine de 4 semaines, de 4 jours, pardon, de 4 semaines. Je suis pire. Moi, je veux bien que tu me fasses des semaines de 4 semaines. Des semaines de 4 jours ou en 4 jours. Ça va être compliqué. mais en tout cas, qu'il y ait une redistribution, qu'elle soit en temps ou qu'elle soit financière. Merci. Alors, une fois de plus, donc tout ça, Nicolas, je reviens vers vous, parce que comment Groupama intègre-t-il, par exemple, dans l'IA, avec l'IA, le dialogue social au cœur de ce sujet? Bon, alors déjà, le dialogue social, c'est pas qu'un concept, c'est une réalité quotidienne dans nos structures, dans nos entreprises, dans nos institutions. J'espère que c'est pas un concept. Et je dirais qu'il y a des lieux, il y a des espaces qui sont à la fois des espaces réglementés, mais aussi des espaces liés à la manière dont on conduit le dialogue social dans nos structures, qui sont autant de lieux d'échange autour de l'IA. J'ai envie de dire, il faut inviter l'IA à tous les étages et toutes les opportunités de débat, que ce soit sur le modèle économique, que ce soit sur les évolutions de gestion de l'emploi et des compétences, la GEPP, comme on l'appelle, sont des opportunités de dialogue, d'échange, d'approfondissement. En amont, en aval de tout ça, je pense qu'il faut aussi partager des temps d'acculturation commune entre représentants du personnel, cadres et direction de nos entreprises. Parce que plus on connaît un sujet, plus on le démystifie et plus on partage un matériel commun pour pouvoir faire avancer nos entreprises au bénéfice de leurs objectifs qui soient économiques ou leur raison d'être, et puis surtout au bénéfice des parcours de nos salariés, de nos collaborateurs. Donc je pense que le dialogue social, il est central. Mais quelque part, l'IA, c'est peut-être une opportunité de le prolonger sur une nouvelle dimension. Mais en tout cas, l'IA quelque part, est très, très directement imbriquée aux différentes opportunités qu'on a de dialoguer avec les partenaires sociaux. Alors, naturellement, il peut créer des exigences nouvelles de la part des représentants du personnel, tout comme en tant que salarié, l'IA peut générer de nouvelles demandes. Mais je pense qu'on est bien outillé dans nos entreprises pour pouvoir intégrer cette dimension au dialogue social. Merci Nicolas. Alors moi je vais quand même une fois de plus refaire l'avocat du diable, mais là on parle de grandes entreprises, on parle d'entreprises structurées où on a du dialogue social, où on est capable de mener des co-constructions avec des représentants du personnel, mais quid dans des TPE ou dans des PME, quand ça va arriver, est-ce que l'on aura ce dialogue constructif ou est-ce qu'on pourra aider, accompagner des employeurs qui ont moins de 10 salariés? Ça, c'est une question aujourd'hui qu'on n'a pas encore complètement définie, mais je le souhaite, j'espère qu'ils seront accompagnés, parce qu'évidemment, chez Groupama ou à la MSA, on est structuré, on connaît. Je me mets à la place d'un employeur qui a
5-6 salariés et pour qui l'IA derrière va générer pas mal de bouleversements et comment on les accompagne. Voilà, c'est une question, j'ai pas la réponse, mais peut-être que nos gouvernants, si un jour ils arrivent, ils nous donneront peut-être cette réponse. Voilà, ça c'est intéressant de poser cette question parce que on est aussi représentant dans les TPE, dans les PME, et il faut aussi pouvoir apporter l'ensemble de réponses et les accompagner de manière structurée et à chaque niveau. Moi j'ai une autre question, mais là on passe de TPE directement à l'international. Là, je fais un bond extraordinaire. C'est Isabelle, une dernière question de dimension donc internationale. Quel scénario pourrait advenir sur le développement de l'IA ? Alors, j'entends parler de dépendance, etc., internationale. Ça doit être quand même quelque chose à surveiller. Alors, oui, alors en tant que comme je fais de la prospective, effectivement, du coup, j'ai plusieurs scénarios possibles, donc certains qui sont très positifs, donc très négatifs, et certains plutôt au milieu, mitigés entre les deux. Je vais vous en livrer un qui n'est pas le mien, qui n'est pas celui de l'APEC, mais qui est celui qu'a fait l'OCDE, sur effectivement 3 possibilités de développement de l'intelligence artificielle à venir. Il y a plusieurs éléments. Aujourd'hui, dans ce qu'on continue à avoir comme technologie qui se développe autour de l'intelligence artificielle, c'est qu'on commence à entendre parler de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale. Donc effectivement, avec une capacité de raisonnement plus importante. La difficulté aujourd'hui, la première chose qu'on rencontre, c'est que cette technologie, elle a besoin de l'informatique quantique pour se développer. Or, aujourd'hui, l'informatique quantique n'existe pas. Donc ça veut dire qu'on a encore des pans de technologie qu'on n'a pas encore découverts qui vont certainement permettre de continuer à développer. Donc pour parler de scénario, effectivement, il y a un premier scénario qui pourrait se dessiner, effectivement, c'est celui plutôt d'un oligopole technologique avec une surreprésentation, en tout cas l'intelligence artificielle entre les mains de géants, comme on commence à les connaître aujourd'hui entre les États-Unis, la Chine, donc des entreprises qui ont un pouvoir économique, parce qu'aujourd'hui la souveraineté aujourd'hui de l'intelligence artificielle, elle est quand même aujourd'hui entre les mains des GAFAM. Elle est dans ces 6 grosses entreprises aujourd'hui qui ont investi des milliards depuis longtemps. Et qui, on le voit malheureusement ces derniers temps, sont non seulement une puissance économique, mais une puissance politique, parce qu'elles sont à l'oreille des dirigeants. Donc on pourrait demain avoir effectivement donc cette surconcentration de possesseurs, de propriétaires de l'intelligence artificielle. Et là effectivement du coup cet accès, puisque leur modèle c'est quand même de faire du business, leur modèle effectivement serait payant, voire très payant. Et du coup là je vous rejoins sur un élément, c'est effectivement les TPE, PME qui n'auraient peut-être pas finalement les moyens de pouvoir accéder à cette intelligence et à ces modèles-là très technologiques qui effectivement pourraient en pâtir. Il y a un deuxième élément qui pourrait arriver, c'est effectivement plutôt un modèle open source généralisé, comme on commence à l'entendre aujourd'hui. Alors, grand débat autour de DeepSeek ou pas. En tout cas, aujourd'hui, ce serait plutôt quelque chose qui serait effectivement très ouvert, dans lequel les startups pourraient effectivement aller piocher, qui pourraient donner des modèles de surdéveloppement à d'autres entreprises. On est quand même très bien doté en France de plein de startups aujourd'hui qui travaillent avec de l'intelligence artificielle et qui pourraient continuer à se développer avec ça. Simplement, aujourd'hui, modèle open source, ça veut dire que tout le monde peut aller presque faire tout et n'importe quoi avec. Donc ça nous amènerait vers un troisième modèle potentiel de développement, c'est celui plutôt effectivement d'un moratoire sur l'IA, c'est-à-dire plutôt un gel des recherches, entre autres sur l'intelligence artificielle générale, donc vers un modèle effectivement avec une capacité de calcul, de raisonnement beaucoup plus avancée que ce qu'on voit aujourd'hui sur l'intelligence générative. Mais peut-être qu'effectivement ce moratoire ne serait pas installé par tous les pays, genre Russie, Chine, etc. Et donc du coup, voilà, on pourrait peut-être effectivement voir quelque chose de plus régulateur, comme on commence à le voir aujourd'hui avec l'IA Act, mais qui irait encore plus loin demain pour effectivement justement essayer de garder une éthique, comme il était dit tout à l'heure, autour de cette technologie qui de toute manière va clairement perturber le monde du travail demain. Merci Isabelle. Alors, voilà, on a fait un tour d'horizon. Vous voyez, l'heure et demie est quasiment passée, donc il me revient pas tout à fait le mot de la fin, mais à chacun d'entre vous de demander en mot de conclusion. Alors ça, c'est un exercice que j'adore faire en deux mots.
puisque c'est pour tous ceux qui disent que je ne suis pas synthétique. Oui, Jean-Sébastien, c'est pourquoi je dis ça. Donc, en deux mots, votre conclusion en 2 mots sur ce panorama que l'on vient de faire, donc de l'IA. Et donc, l'IA réinvente-t-elle le travail? Alors, là, qui veut commencer? Allez, Jean-Seb, 2 mots. Ah oui, on t'a coupé ton micro. Ah. Dialogue social, les 2 seuls mots. Dialogue et social, merci Jean-Sébastien. Alors, on va donner le micro à Nicolas. Alors, je serai moins synthétique, mais... En 2 mots, hein, c'est le challenge, Nicolas. Ouais. Alors, je vais dire IA pour l'humain. Allez. Pour l'humain, merci Nicolas. Ambre, en 2 mots. Alors, A, co-construire. A, co-construire, parfait. J'ai bien mes 2 mots. Isabelle ou Antoine, comme vous voulez. Alors 2 mots. Un qu'on a commencé à évoquer là à la fin, c'est le mot de éthique. Éthique. Et le deuxième dont on n'a pas du tout parlé, c'est celui d'environnement. Éthique et environnement. Merci Isabelle. Antoine? Moi je dirais pourquoi pas et vigilance. Pourquoi pas et vigilance, voilà. Merci à vous 5 pour ce moment donc partagé avec l'ensemble du public ici présent au Salon de l'Agriculture sur le stand de la CFE-CGC. Je vais faire des remerciements, mais avant tout, je vais donner la parole à la Confédération qui sont là. Merci d'être avec nous, Christine. Merci Pascal d'être avec nous. Je te laisse le micro. Bonjour, rebonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir pour moi de finir cette belle table ronde. Beaucoup de choses ont été dites et puis je crois que je vais résumer ce qui n'a pas été dit. Effectivement, pour moi, ce n'est pas qu'un outil, l'IA, c'est tout un paradigme. Il y a beaucoup de sujets qui ont été évoqués, mais on ne peut pas prendre ce sujet comme un simple sujet qui est une brique technologique. C'est un ensemble de sujets qu'il faut partager. Le dialogue social, je vous ai entendu, messieurs, dames. J'espère que les rendez-vous sont déjà pris avec Groupama pour parler de ces sujets en CSE, puisque c'est vrai que les résultats aux agendas des organisations syndicales et patronales sont assez faibles. C'est ce qu'on a vu justement à la table ronde que tu évoquais au niveau du sommet international de l'IA. Donc le patronat n'était pas très au rendez-vous, on l'a déploré, mais nous espérons en tout cas qu'un accord interprofessionnel pourra être conclu. En tout cas, la CFE-CGC, ce qu'on prône, c'est l'interprofessionnalisme, vous le savez. Donc on a créé un club des experts IA, dont fait partie Jean-Sébastien, pour promouvoir tout ce que vous avez évoqué, effectivement, partage de la valeur, environnement, l'usage, pourquoi est-ce qu'on va vers l'IA, toutes ces questions. On se donne rendez-vous pour en discuter dès demain. Merci Pascal, merci pour cette conclusion. Alors je vais donc passer au dessin. Alors le petit dessin de Thomas, et je voudrais qu'on applaudisse Thomas pour ses dessins, ces moments de petite interlude. Voilà, il remercie tout le monde, le petit martien qui vient d'arriver. Alors je vais passer aux remerciements. D'abord à tous nos intervenants. Merci Jean-Sébastien. Merci Nicolas Harib de Groupama. Merci Ambre de l'Antivie pour la MSA. Merci Jabel Gir pour APEC. Et merci Antoine Guinet, salarié de Groupama. Merci beaucoup. Et j'espère qu'on se retrouvera une 4e année. L'année prochaine, en tous les cas. Et puis je vous laisse vaquer à vos pérégrinations. Ah non, j'avais oublié, il y avait encore François qui souhaite donner un petit dernier mot. Je vous dis à très bientôt et merci encore pour avoir été si nombreux à nous suivre cette année encore. Merci, au revoir. Alors, merci à vous. Merci à vous, merci à notre fédération, notre confédération de nous avoir permis de réaliser cette table ronde. Et puis, quelqu'un dont la modestie est quasi légendaire maintenant dans notre fédération, je voudrais remercier Hervé, qui a parfaitement animé, parfaitement rempli son rôle. Et donc, merci Hervé une fois de plus de nous avoir assistés, de nous avoir animé cette très belle table ronde. Merci à vous. Merci de me faire l'honneur et le plaisir de pouvoir animer ces moments. Alors, juste pour terminer, je tiens à remercier donc François Omril, notre président de la CFE-CGC, Thierry Faraud, le président de la fédération CFE-CGC agroalimentaire,
François Serbaud, donc le président du SYNAPSA, et Bernard Pire, président du SNCEA. Et puis je remercie aussi, et ça c'est important, l'ensemble de tous les bénévoles de la CFE-CGC qui ont œuvré pour accueillir et construire ce magnifique stand, pour vous accueillir, pour faire cet événement. Alors Michael qui doit être par là pour le pôle communication, merci Michael. Et puis Véronique Thor, la directrice administrative du SYNAPSA, merci Véro. Et puis Corinne Laplège, et j'en ai certainement oublié, et je vous prie de m'en excuser. Merci à tout le monde pour cet événement, et on se dit à l'année prochaine. À bientôt.